Il y a un espoir tellement vibrant qui naît de ces générations qui ont une puissance d'indignation et d'action qui ne va faire que grandir. Et ça, c'est... Elle vous bluffe, cette génération, j'ai l'impression, la génération de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Et j'ai pu fréquenter certains des médias créés par les jeunes, et j'ai trouvé des jeunes intelligents, passionnés par la culture, par l'art, par la politique, qui savent écrire et s'exprimer. Tous très éloignés du cliché du jeune limité. Et si on les montrait? Et si on les laissait s'exprimer dans de grands médias? Et si on leur ouvrait la porte? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Bonjour à tous. Bienvenue dans L'Âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et vous écoutez l'épisode hors série de la 2e saison de ce podcast. Dans celle-ci, je m'intéresse à des médias fondés par des jeunes. On y décrypte le rapport des jeunes aux médias et les enjeux de société que cela représente. Mais le projet dont on va parler aujourd'hui est bien plus qu'un média. C'est pourtant un futur journaliste que je reçois à mon micro. Armé de sa caméra, il est toujours prêt pour partir à l'aventure. Mais avant tout, il est engagé pour l'environnement. Ce n'est donc pas tout à fait d'un média qu'il est venu nous parler, mais d'un documentaire qu'il va tourner cet été. Où ça ? Avant de vous dévoiler la suite, il faut bien que je vous rappelle de vous abonner au podcast, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser là maintenant tout de suite. Vous saurez quand un nouvel épisode sort. Et puis, surtout, si mon podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Alors, aujourd'hui, je reçois Olivier Martin, étudiant et futur journaliste donc. En août, il part avec 5 copains jusqu'en Corse à coups de rame. Oui, de rame. Leur documentaire sortira sur YouTube en décembre, et ils y parleront de voyage, d'aventure et d'écologie. Alors, prêt à plonger dans le grand bain ? Allez, on y va. Belle écoute à vous. Salut Olivier. Salut Clara. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Merci de m'accueillir. Avec plaisir, je suis contente qu'on soit là aujourd'hui. Donc on est à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Il fait très chaud. Beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Ouais, je crois qu'on est à plus de 35 degrés cet après-midi. Ce qui illustre d'ailleurs un peu tristement notre sujet du jour. Donc Olivier, aujourd'hui tu es venu nous parler du projet Pantalassa. En 2 mots, c'est quoi ? Alors le projet Pantalassa, c'est un projet qui est fait par 6 étudiants. Et en gros, pour faire simple, c'est un documentaire qu'on tourne en Corse cet été, en août, et qui va parler des alternatives touristiques au tourisme de masse et de l'impact du tourisme sur l'environnement et sur la culture locale, en l'occurrence de la Corse. Ok, donc tu viens de nous le dire, c'est un projet que tu portes avec 5 autres étudiants, mais c'est toi qui es venu nous en parler aujourd'hui. Ouais. Donc les auditeurs vont passer un petit bout de temps avec ta voix dans leurs oreilles. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Donc je m'appelle Olivier Martin, je viens de Bordeaux, mais je fais mes études à Aix depuis maintenant 5 ans, à Sciences Po, donc avec toi en fait. Je te croise régulièrement dans les couloirs. Je suis pas mal attiré par le cinéma, j'ai envie de devenir journaliste, un peu comme toi aussi. Du coup, je suis en train de faire un master en géostratégie, défense et sécurité internationale, ce qui n'a rien à voir avec du journalisme, mais je m'apprête à intégrer une école d'ici 1 an, si tout se passe bien. On y croit. Et tu nous présentes le reste de l'équipe ? Il y a Flo qui vient donc d'AgroParisTech, qui est un ami d'enfance avec Paul, qui est sapeur-pompier à Bordeaux. Maël Dupré, qui est aussi à Sciences Po Aix avec nous. Pablo, qui vient de l'INSA Lyon, et Adrien, qui sera le 2e vidéaste avec moi. Parce que du coup, voilà, je suis l'un des 2 réalisateurs vidéastes qui va tourner le documentaire. Les autres vont plus être là pour du support ou pour la partie aventure du projet. Ou pour la partie aussi recherche scientifique, parce que je l'expliquerai un peu plus tard dans le podcast, mais chacun a une petite spécificité et apporte son petit plus au projet, à sa manière, que ça soit par ses connaissances locales, Pablo et Maël sont corses, ou à travers nos études. Donc il y en a qui sont spécialisés dans les problématiques environnementales et culturelles. Et donc tous les 6, vous avez eu l'idée folle de partir en kayak jusqu'en Corse. Tout à fait, mais alors c'est un projet qui est né un petit peu sur le long terme, ça a mis du temps à émerger comme c'est aujourd'hui. À l'origine, on était que 3 sur le projet, Flo, Paul et moi. Et donc entre copains, on voulait faire un projet un petit peu comme Bon Appétit
Ski et Lost in the Swell, qui sont des collectifs donc, de skieurs et de surfeurs, qui ont l'habitude de partager leur passion et aussi de partager un petit peu une dimension un petit peu plus écologique, un peu plus profonde, que simplement faire du sport avec des copains. Donc c'est des youtubeurs, c'est ça? C'est des youtubeurs, ouais. Et donc à l'origine, c'est parti d'un projet un petit peu entre potes, à quelque chose d'un petit peu plus construit, un petit peu plus profond, qu'on a réfléchi notamment en découvrant le manuel de l'antitourisme de Rodolphe Christin. C'est Paul qui nous a présenté cet ouvrage et qui nous a beaucoup fait réfléchir et beaucoup remis en question sur notre manière de voyager, notre manière de faire du tourisme. Et donc en fait, on s'est dit, pourquoi pas profiter du support et de l'idée qu'on a pour aller un petit peu plus loin et partager ça avec le plus grand nombre. Et donc au départ, vous étiez 3 potes, et ensuite se sont rajoutés les autres. Voilà, alors c'est quelque chose qui est assez important aussi pour nous. Donc à l'origine, on était 3, mais on venait pas de Corse, et on trouvait qu'on n'avait pas forcément la légitimité pour parler de la Corse. Et on trouvait ça important, dans le langage du journalistique, d'avoir un fixeur, en fait. Quelqu'un qui est local, qui connaît la région, qui connaît les problématiques. Et c'est notamment Maëlle qui apporte ça. Maëlle, elle a fait son mémoire sur pour faire simple, sur les problématiques nationalistes et écologiques en Corse depuis les années 60. Parce qu'en fait, les deux sont très liés. Et Pablo, donc en plus, il a l'INSA, il a un apport scientifique supplémentaire pour le projet. Et donc en fait, de les avoir ajoutés au projet avec nous, et donc maintenant ils sont partie intégrante, et ça nous a apporté un petit peu plus de structure. Et ensuite, il y a Adrien qui nous a rejoint, parce que du coup, on expliquera peut-être un peu plus tard, mais on va se diviser en deux groupes. Et donc on avait besoin d'un deuxième vidéaste qui est compétent, parce que Adrien est une machine en fait, il faut le dire. Et donc Adrien est venu se rajouter ensuite dans le projet. Justement, si je me trompe pas, vous avez laissé aucun détail au hasard, si bien que même le kayak avec lequel vous allez partir, il a été fabriqué à Marseille, de manière artisanale. Exactement. Le souci de cohérence, c'est quelque chose qui est apparu assez rapidement dans notre réflexion. Et on s'est dit que c'était important de penser un petit peu à tous les détails auxquels on ne pense pas forcément en fait, quand on part en voyage, sur l'impact qu'on peut avoir. Et parmi ces impacts, on a pensé aussi aux objets qu'on emmène avec nous, et entre autres les kayaks. En fait, c'est super simple d'aller chez Decathlon et d'acheter un kayak en plastique. Ça coûte pas très cher en plus. Sauf que ça renvoie pas forcément au coût réel que ça peut avoir sur le plan écologique. Et donc on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant de penser ça autrement et de faire un pas de côté et de réfléchir à d'autres opportunités, d'autres alternatives qu'on pourrait avoir. Et on a découvert Christophe, des figures de bois, donc qui est un ébéniste basé à Marseille, et qui fabrique des kayaks sur le modèle groenlandais. Donc c'est des kayaks assez longs, qui sont faits en toile et en bois. Et du coup en novembre cette année avec lui, on en a construit 2. Et donc voilà, c'était un petit peu pour aller un peu plus loin et montrer aussi que voilà, on a un objet qui nous tient à cœur, qui n'est pas simplement quelque chose qu'on va mettre au fond du garage quand on aura fini de l'utiliser. Là, on sait ce que ça a vraiment coûté à fabriquer. Et du coup, je pense que on aura peut-être l'occasion de le revoir dans d'autres aventures plus tard. Et justement, par rapport à ça, tu me disais, quand on a discuté ensemble, que vous vous étiez inspiré des Daft Punk. Ouais, tout à fait. Pour expliquer, parce que c'est très très loin du projet qu'aiment les Daft Punk. Bah oui, c'est pour ça. Comment expliquer ça ? En gros, les Daft Punk, c'est un groupe de musique qui, assez tôt, ont essayé de penser à plein de choses de leur projet, alors que, en fait, non seulement ils n'étaient pas connus, mais en plus de ça, ils étaient relativement jeunes, et ils ont essayé d'aller un petit peu plus loin que ce que faisaient les artistes à l'époque, notamment sur les contrats. Ils ont essayé de voir pour que leurs contrats ils soient les plus aboutis possibles. Et nous, c'était un petit peu quelque chose qu'on cherchait aussi. C'est-à-dire que assez vite, on s'est posé plein de questions sur la cohérence, comme je disais, du projet au niveau des kayaks. On s'est dit, écoutez, on va se rassembler, on va réfléchir tous ensemble, et chaque question en lien avec le documentaire, on va essayer de le réfléchir un peu plus, et pas de choisir le choix de la facilité, mais au contraire de faire un pas de côté, comme je disais tout à l'heure pour les kayaks, pour trouver d'autres solutions, pour faire les choses de manière à la fois éthique, écologique, et voilà. Du coup, c'est quoi ta chanson préférée des Daft Punk ? La chanson préférée des Daft Punk ? Question vraiment, vraiment difficile. Je pense que c'est Veridisco, qui est dans le dernier album qu'ils ont fait, je crois. On l'écoute ? Allez, vas-y, ça part.
Ok, donc là vous allez partir le 28 juillet. Tout à fait, ouais. C'est quoi le planning exactement? Alors, pour faire simple, en fait, on part tous ensemble au début. Donc, les six membres du projet sur le voilier et dans les kayaks. On va partir de Piombino en Italie. On va rejoindre... C'est où Piombino en Italie? Pour faire simple, c'est à peu près au milieu de la botte italienne. Et côté ouest, du coup. Et ensuite, on va rejoindre l'île d'Elbe, qui est pas très loin en fait de la côte italienne. On va traverser l'île d'Elbe, on va longer la côte. Ensuite, on va rejoindre l'île de Cap Raya, qui est entre l'île d'Elbe et la Corse. Et ensuite, on va rejoindre à peu près le Cap Corse. On va être entre le Cap Corse et Bastia. Donc, c'est au nord-est de l'île, pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie corse. Et ensuite, on va faire le tour de l'île jusqu'à Calvi, qui est là au nord-ouest. Et là, en fait, on va se séparer en deux groupes. Il y a une partie de l'équipe qui va rester sur le voilier, et une autre partie de l'équipe qui va mettre pied à terre, et qui va longer le GR20 jusqu'à Porto Vecchio. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le GR20. Le GR20, donc c'est un sentier de grande randonnée qui traverse la Corse, de part en part, en fait, donc d'est en ouest et de nord en sud, et qui est réputé pour être un des GR les plus difficiles en France. Donc parmi les autres GR connus, il y a celui qui traverse les Alpes, ou encore celui qui traverse les Pyrénées. Okay. En fait, il y en a un peu partout en France. Du coup, voilà. Donc l'autre équipe va traverser, va continuer à la voile pour nous rejoindre aussi à Porto Vecchio. Moi, je fais plutôt partie de l'équipe terre. L'objectif tout le long du trajet, à chaque fois, ça va être de traiter de problématiques assez précises, en lien avec l'environnement ou les problématiques socio-économiques de l'île. Par exemple, les déchets, la gestion des déchets en lien avec le tourisme, les problématiques foncières aussi, en lien avec le tourisme également. On va aussi parler de problématiques un peu plus environnementales, si je peux dire. Il y a les herbiers de Posidonie, notamment. Aussi les balbuzards, qui sont des oiseaux qui sont en voie de disparition, mais voilà. Ok. Et donc ensuite, l'aboutissement de cette aventure, c'est une série documentaire qui fera 6 ou 7 épisodes et qui sera disponible sur YouTube. Elle va ressembler à quoi, cette série ? Eh bien, en fait, l'objectif de la série, en fait, c'est de jongler sur deux aspects. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la partie aventure, qui en fait va servir de fil rouge. L'objectif de cette partie-là, c'est d'attirer un petit peu les gens qui ne seraient pas forcément touchés par les problématiques environnementales au premier abord. On ne veut pas parler à des gens qui sont déjà convaincus, ce n'est pas notre objectif. On veut parler à des personnes qui ne connaissent pas forcément les sujets à l'origine, et qui en fait vont se dire, bah tiens, c'est marrant, je n'avais pas pensé ça comme ça, et en fait l'aventure peut être un moyen aussi de s'approcher de cette dimension-là environnementale. Et puis il y a une autre dimension qui est donc la dimension un petit peu plus scientifique, et donc à chaque fois on va faire intervenir des spécialistes ou des personnes, des locaux qui travaillent dans le tourisme, ou qui sont en lien avec des associations, le monde politique, le monde économique. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir des portraits inspirants de personnes qui nous ont touchés. Et donc voilà. Donc c'est une sorte de récit de voyage, récit d'aventure, et en même temps avec un côté scientifique, des gens qui vont expliquer des problématiques liées au tourisme, à l'environnement. Tout à fait. Je sais pas si tu connais les Artisans de demain. Non. C'est un couple de voyageurs qui sont partis d'Afrique du Sud et qui sont allés jusqu'au Pakistan. Alors je crois qu'en ce moment ils sont dans la péninsule arabique. Okay. Et en fait ils ont traversé donc tous ces pays entre l'Afrique du Sud et le Pakistan en voiture. Et à chaque fois ils s'arrêtent relativement longtemps dans les pays où ils restent. Je crois qu'ils sont restés 2 ans au Pakistan par exemple, là. Et en fait ils vont discuter avec des locaux, ils vont essayer de s'inspirer des locaux pour apprendre plein de choses et pour s'ouvrir au voyage. Bah nous c'est un petit peu ce qu'on veut faire aussi. On veut rencontrer des gens et on veut que ces rencontres-là aient un impact sur notre vie et sur les choix qu'on peut faire. Et pourquoi vous avez choisi la Corse du coup ? On a choisi la Corse pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'en fait la Corse c'est un petit peu l'exemple parfait qu'on veut s'intéresser aux problématiques touristiques et écologiques. C'est une région qui est dans la mer la plus polluée du monde, la Méditerranée, et qui fait face à un afflux de touristes qui est très important. Je crois que le tourisme représente un peu plus de 30% du PIB de l'île, donc c'est quelque chose qui est vraiment vital en fait pour l'économie. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'avec les touristes. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on a aussi un autre objectif, c'est de partir pas trop loin. C'est quelque chose qu'on veut rester, qui doit rester, entre guillemets, possible dans un monde où on aura réduit fortement notre empreinte carbone.
Et en fait, aller en Corse, c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même relativement pas neutre en bilan carbone, mais à côté de partir aux Maldives ou à Bali, c'est pas pareil. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer. C'est qu'en fait, on peut partir à l'aventure, on peut faire des rencontres, on peut voyager sans partir extrêmement loin. Ok. Donc tu me disais, l'objectif c'est aussi de sensibiliser, notamment des personnes qui ne sont pas touchées ou qui ne se sentent pas concernées par cette thématique de l'écologie, des problématiques liées au tourisme de masse, qui n'en ont pas forcément conscience. Et en même temps, vous faites une série documentaire qui va être sur YouTube, donc une plateforme où c'est surtout des jeunes qui regardent, en utilisant l'aventure aussi. Donc je vois mal par exemple mes grands-parents, qui pourtant sont pas vraiment sensibilisés à l'écologie, regarder tes vidéos. C'est quelque chose auquel on a pas mal réfléchi. On a tous des parents ou des grands-parents avec qui on a discuté du projet. Et c'est vrai que dans nos parents, ils sont pas tous sensibilisés à ces problématiques-là. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de leur faire passer. Et personnellement, je sais que si à la fin du documentaire, je suis capable de dire tiens, mes parents, je leur ai peut-être fait changer leur manière de voyager, je serais super content. Parce que je pense que la manière qu'on a de voyager, c'est quelque chose qui est un petit peu universel. On peut le faire passer à toutes les générations. Mais le truc qui change un petit peu, c'est que c'est plus facile pour nous les jeunes de changer nos pratiques culturelles, notre manière de voyager, que des personnes qui ont voyagé de cette manière-là pendant des dizaines d'années. Donc en fait, notre idée, c'est un petit peu de toucher d'abord les jeunes, et ensuite que les jeunes aillent en parler à leurs parents, et disent à leurs parents, tiens, est-ce que ce serait pas plus sympa de faire 2-3 semaines dans la Creuse, aller en fait rencontrer, je sais pas, des agriculteurs, ou voilà, je fais un peu dans le cliché, mais c'est pour l'image, plutôt que, comme je disais tout à l'heure, de partir aux Maldives, où en fait ils vont rester dans un resort pendant 2 semaines. Ils vont pas forcément découvrir la population locale, à part peut-être dans une relation de clientèle en fait. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement tu me disais au début que tu avais envie de devenir journaliste, et là on a une démarche quand même qui est assez journalistique aussi. Oui, alors c'est quelque chose en fait qui, moi personnellement, là je parle pour moi et pas trop pour le groupe, me touche personnellement, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressé, la manière de faire passer un message. Pour faire simple, j'avais fait un stage au journal La Provence, où j'avais suivi des gilets jaunes pendant un petit temps. Et c'était super intéressant, parce qu'en termes de discussion que j'avais avec eux, en fait je me rendais compte que ce que je lisais comme journaux, etc., c'était pas des domaines qui, eux, les touchaient. Mm-hmm. En fait, ils lisaient pas Le Monde, pour faire simple. Ils lisaient pas Le Monde ou les grands quotidiens nationaux. Et du coup, en fait, il y a plein de choses que moi je tenais pour acquis dans ma culture générale, en fait, qui n'étaient pas forcément pour eux. Et donc, il y avait la dimension de quel support va me permettre de transférer mon message le plus facilement possible. C'est pour ça qu'on a choisi le documentaire, c'est pour ça qu'on a choisi YouTube aussi. Et donc, l'idée, c'est de toucher le plus de monde possible et d'avoir un format qui est accessible. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on fait de l'aventure aussi. C'est pour que les gens les regardent. On ne veut pas faire quelque chose de trop scientifique et qui soit un peu barbant pour les spectateurs. Sans pour autant délaisser le côté scientifique non plus. Voilà, évidemment. Et c'est quelque chose aussi où le scientifique, on est en train de réfléchir à une manière d'accentuer la partie scientifique. Je ne sais pas si ça va prendre la forme d'un podcast ou d'articles qu'on mettra en lien à la fin de nos vidéos. Okay. Mais l'objectif, en fait, c'est plutôt de mettre le pied à l'étrier pour des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ces problématiques-là à l'origine, et qui vont dire, tiens, ça me ferait super plaisir d'en apprendre plus sur ce sujet-là. Et en fait, là, les clés, elles sont juste là, et j'ai juste à aller me renseigner tout seul et apprendre par moi-même. Et les gens, ils pourront choisir s'ils ont envie d'aller regarder juste le documentaire, ils feront ça. Et s'ils ont envie d'aller écouter le podcast avec le scientifique qui parlera un peu plus de ces problématiques, ils peuvent le faire aussi. Toi, l'écologie, c'est un sujet qui te touche depuis longtemps, particulièrement? Ouais, évidemment, je pense que c'est un sujet qui touche quand même la plupart des jeunes. Depuis assez longtemps aussi, parce que c'est un peu comme tous les enfants, je pense, au primaire ou quoi, on avait déjà des ateliers de sensibilisation en fait.
Ce qui est déjà assez marrant parce qu'on se dit que c'est des trucs qu'on fait depuis qu'on est tout petit et au final qui n'ont pas beaucoup évolué dans la réalité sociale dans laquelle on vit. Du coup, ouais, c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi, je pense, et qui aujourd'hui prend une part importante de ma vie parce que ça remet aussi en cause des choses que j'ai l'habitude de faire. J'ai eu la chance, par exemple, d'avoir des parents qui m'ont beaucoup fait voyager. Et du coup, là, je suis en train de me rendre compte que tous les voyages super que j'ai fait avant, et en fait, ils avaient aussi un impact dont j'avais pas forcément conscience. Pourquoi est-ce que pour toi c'est important qu'on change ou en tout cas qu'on questionne nos pratiques touristiques ? Et en fait, le tourisme, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, qui est apparu en fait, avec les révolutions industrielles plutôt. Avant, partir loin de chez soi, c'était pas quelque chose de naturel. D'abord parce que le voyage en soi, il était compliqué, et ensuite parce qu'on se retrouvait vraiment dans un milieu qui était hostile. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le voyage est devenu quelque chose de très banal. Notamment aussi parce qu'on a eu des écrivains voyageurs, entre autres. Moi, c'est Joseph Kessel, par exemple, qui m'a donné envie de voyager, à travers notamment son livre Le Lion. Et c'est quelque chose qui, du coup, nous a été apporté par des personnes qui ont construit un imaginaire de voyage, qui, en fait, aujourd'hui est presque inatteignable. Voyager comme Joseph Kessel au XXIe siècle, c'est presque plus possible. Parce que lui, en fait, du coup, lui, il décide de rencontrer réellement les populations des pays qu'il traverse. Aujourd'hui, voyager, c'est rentrer dans un système en fait, qui est déjà construit et dans lequel il est très difficile de sortir. Donc par exemple, si aujourd'hui je décide de partir à Madrid pour visiter Madrid, et en fait, il va y avoir un système qui va m'accueillir, mais dans lequel je ne vais pas rencontrer ou difficilement rencontrer des locaux. Donc il y a cette dimension-là culturelle. Et puis il y a aussi la dimension écologique, évidemment. Aujourd'hui, voyager, c'est une des causes du réchauffement climatique, notamment très importante. C'est aussi une cause de dégradation des espaces environnementaux. En plus de ça, c'est principalement les personnes qui ont les moyens qui partent. Et c'est pas offert à tout le monde. Et les gens qui subissent les désagréments de ces voyages touristiques, ce sont souvent les locaux qui, eux, n'ont pas forcément l'occasion de voyager. Du coup, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit que c'était important de repenser notre tourisme. Alors une fois de plus, je te renvoie sur le manuel de l'antitourisme, qui l'explique très très bien, qui est très intéressant et qui, si ça vous intéresse aussi auditeurs, vous permettra peut-être de comprendre un petit peu quel était le déclencheur dans notre projet. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui voyager différemment ? Je sais qu'il y a par exemple des agences touristiques qui proposent de voyager de manière durable. Est-ce que tu penses que c'est une solution ? C'est quelque chose qui est assez intéressant en fait. Et donc parmi les possibilités qu'on a, il y a de rendre ça moins dense, de rendre le tourisme moins dense, d'aller dans des endroits où il y a moins de gens qui vont, de peut-être pas faire ce que tout le monde fait. Peut-être aussi de voyager différemment, tout simplement, on a l'habitude aujourd'hui de partir 2 semaines en voyage, par exemple, à l'autre bout du monde. Et en fait, un voyage de 2 semaines, quand tu pars, moi je sais que l'année dernière je suis parti en Afrique du Sud. Ce que j'ai vécu en Afrique du Sud, je l'ai vécu pendant 6 mois. Et je l'ai vécu parce que j'ai réussi, alors évidemment c'est mes études qui l'ont permis, mais je l'ai réussi à rester pendant 6 mois vraiment avec la population locale. Je vivais comme les locaux. Et en plus de ça, ça permet aussi j'étais chez l'habitant, et donc forcément je suis hors du système, et donc l'impact il est moins important que si je vais avec tous les gens au même endroit. Je sais pas, en Afrique du Sud ça va être dans certaines réserves. Si tu vas dans le parc Kruger aujourd'hui, si tu vas pendant l'été, qui est une des réserves animalières en Afrique du Sud, les voies de communication sont complètement bouchées. Il y a trop de monde. Et donc moi j'ai souvenir d'une image qui m'avait marqué où il y a des lions qui marchaient sur la route et les gens les bloquaient pour qu'ils restent sur la route et pour pas qu'ils puissent partir. Et donc en fait c'est plein de pratiques comme ça qui sont, là forcément je te cite un peu des idiots, donc mais il y a d'autres choses qu'on pense durables et qui ne le sont pas tellement. C'est quelque chose qu'on va aussi montrer je pense sur le GR20. C'est un GR au milieu de la nature, on est dans une réserve naturelle. Donc on se dit c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose où on va être en contact avec la nature. Donc en fait on fait rien de mal. Et en fait on va montrer que d'une certaine manière si, parce que c'est un GR qui est extrêmement fréquenté, qui en fait souffre de sa popularité. Et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de montrer, on va essayer de montrer des alternatives.
à ce GR, notamment les marées à marée. Mais je t'en dis pas plus, tu verras dans le documentaire. Ok. Donc ça fait près d'1 an maintenant que vous travaillez sur le projet. Est-ce que vous avez été aidé ou est-ce que vous avez imaginé tout ça tout seul? Et ben en fait, l'année s'est un petit peu déroulée en 2 parties séparées. Et c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé encore, mais c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Et du coup, au début, c'était un projet qui était un petit peu entre nous. Comme je te disais, on était plutôt sur le côté aventure. Sauf que Flo fait partie d'une association qui s'appelle toujours For Peace Assurances, qui est basée à Bordeaux. Et en fait, Flo nous a dit, écoutez les gars, ce serait cool que vous intégriez cette association aussi. Qu'elle fait quoi cette asso? Alors c'est une association qui a 2 objectifs. Un côté un petit peu scientifique, où ils font de la recherche, ils participent à la recherche scientifique, notamment sur les milieux marins et les écosystèmes marins. Et puis ils ont aussi un côté prévention et sensibilisation. Donc ils font des conférences, ils vont dans des colloques et l'objectif c'est un petit peu de, comme je te disais tout à l'heure, de faire de la vulgarisation et de sensibiliser le plus possible. Et en fait, donc on a intégré cette association qui en fait nous aide depuis maintenant presque un peu plus de 6 mois et avec qui on bosse en étroite collaboration. C'est vrai que ça nous apporte aussi une rigueur scientifique qu'on n'a pas forcément à l'origine et qui est en fait super importante. Comme je te parlais tout à l'heure sur la cohérence à la Daft Punk, nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Chacun de nos sujets, on veut les travailler à fond. Sauf que moi je suis à Sciences Po, donc travailler sur les herbiers de Posidonie, c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour moi. Même si j'adore j'ai fait un bac S, donc je suis... On est 2. On est évidemment très qualifiés sur ces problématiques-là. Mais en fait, c'est important d'avoir des spécialistes avec qui on peut faire un travail critique aussi. C'est facile, on va voir quelqu'un, on va lui poser des questions. Mais en fait, on n'est pas toujours capable par nous-mêmes de savoir si ce qu'il a dit, c'est pas parfois des conneries aussi. Et donc c'est vrai que Forpi nous aide beaucoup pour ça. Et puis il nous aide aussi évidemment pour la communication, etc. Donc c'est un travail en ce moment qui se fait un petit peu à plusieurs mains. Et qui est aussi très intéressant, qui est super professionnalisant pour chacun d'entre nous, je pense. Donc c'est top. Ok. Et financièrement, comment est-ce que vous financez le projet? On finance de plusieurs manières. D'abord, on allait voir nos écoles, parce que donc, on est tous étudiants, et nos écoles nous ont tous aidés, que ce soit Sciences Po, l'INSA ou AgroParisTech. Donc ça déjà, c'était super cool, parce que ça nous a apporté un support financier assez rapidement. Et puis un peu de crédibilité aussi. Quand tu vas voir des gens et tu leur parles du projet, quand tu leur dis j'ai mon école qui me soutient et qui croit à ce projet-là, tout de suite ils se disent ok, c'est cool. Et puis ensuite il y a une deuxième période où on allait chercher un petit peu plus des sponsors ou des mécènes. Mais là encore on a un souci de cohérence. On n'a pas envie de prendre de l'argent n'importe où. Donc pour nous c'était important d'aller voir des gens qui croient aux valeurs qu'on porte. Ce qui, par exemple, on ne serait pas allé voir Total, ce serait un petit peu compliqué, ça n'aurait pas été cohérent. Même si Total n'aurait pu nous aider peut-être pour financer l'ensemble du projet. Ça les aurait arrangés aussi, Je peut-être. pense, très clairement. Je vais peut-être recevoir un mail quand il sortira le podcast pour voir si on verra. Et puis ensuite, on est en train de voir pour préparer une cagnotte qui sortira bientôt, pour aussi que les gens qui se sentent intéressés par ce projet se disent je peux soutenir quelque chose qui me tient à cœur. Ça nous permet entre autres de financer le matériel vidéo parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais tourner un documentaire, ça veut dire avoir des caméras, ça veut dire avoir des stabilisateurs, avoir surtout des micros. Le son, c'est super important. Tu dois le savoir mieux que moi avec ton podcast. Et donc voilà. Ok. Et comment ça s'est passé toute cette période de préparation? Est-ce que la préparation, elle est plus dure que ce qui vous attend, qui est le voyage et l'aventure? C'est clair, je pense que dans tous les projets comme ça, que ce soit audiovisuel de manière générale ou même tout simplement un petit peu, il y a le côté aventure mais il y a aussi le côté scientifique de recherche, et en fait ça demande un temps de préparation qui est juste inouï et auquel on ne s'attend pas forcément au début. Je pense qu'on en a tous fait les frais cette année. Si on valide nos masters in extremis, je sais quel est le responsable, c'est clairement le documentaire. Ça prend un temps fou. C'est pas toujours drôle parce que forcément il y a des choses qui nous plaisent moins que d'autres, même si on apprend plein de choses et c'est top, mais voilà, il y a des choses qui sont plus difficiles. Pour autant, j'avoue que je stresse un peu pour cet été aussi, même si je pense que le plus dur est fait maintenant. Il y a le côté imprévisible du documentaire aussi. Si je fais tomber ma caméra au bout du 2e jour dans l'eau, j'en ai pas de deuxième, donc je suis battu. Donc c'est quelque chose aussi qui fait un petit peu peur, Mais non, très clairement, la partie la plus dure, elle est faite. Tu t'attends à avoir des galères cet été quand même?
Très clairement, oui. C'est même sûr qu'on aura des galères. La question, c'est combien et comment on va les gérer. Mais ça fait aussi partie du charme du projet. Je t'avais parlé récemment du projet documentaire qui s'appelle Amateur, que vous pouvez aller voir sur Internet, qui raconte l'histoire d'un ancien de Koh-Lanta qui décide d'aller d'abord en Thaïlande, et je crois qu'en ce moment, il est au Sénégal. Et il y a eu un épisode qui explique les dessous, l'envers du décor du tournage, et qui montre vraiment comment est-ce que c'est de tourner un documentaire comme ça. Alors je pense que ce sera beaucoup plus simple que ce qu'eux ils ont fait, parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas dans la jungle thaïlandaise. Mais si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est l'envers du décor d'un tournage, je pense que ça peut être très sympa d'aller voir ça. Ok, merci pour la recommandation. Pas de souci. Et à titre personnel, qu'est-ce que tu attends toi de ce projet ? C'est une question assez difficile, mais que je me suis posée que je me pose depuis 6 mois. Donc, comme je te dis depuis tout à l'heure, j'ai envie de devenir journaliste et j'ai envie de travailler dans la vidéo, faire du documentaire. Donc, d'une certaine manière, c'est une première expérience professionnelle que je vais faire cet été, et même que je fais maintenant aujourd'hui, et qui va me permettre de savoir si c'est vraiment ce que je veux faire plus tard, travailler dans le documentaire. Alors justement, tu l'as répété, tu veux devenir journaliste, tu veux faire du documentaire. Est-ce que tu aurais un documentaire à nous conseiller, peut-être sur l'environnement ou pas ? Sur l'environnement. Mes copains vont se moquer de moi parce que je leur en parle tout le temps et je crois qu'ils en ont marre. Il y a un documentaire qui s'appelle Virunga, qui est disponible sur Netflix et qui parle de problématiques à la fois environnementales mais aussi géopolitiques et économiques dans le bassin du Congo, et qui raconte l'histoire d'un parc national qui s'appelle le parc des Virunga, et des menaces auxquelles il fait face, notamment liées au conflit dans la région, et aussi aux logiques capitalistes qui peuvent régner dans une région où en fait il y a énormément de ressources naturelles, et qui est très intéressant. Je vous le conseille, en plus il est extrêmement beau, et les intervenants sont très intéressants. Tu as espoir, toi, pour la planète et pour l'avenir ? Est-ce que j'ai espoir ? Je suis assez pessimiste. J'ai peur qu'on n'y arrive pas, entre guillemets. Je ne sais pas ce que ne pas y arriver veut dire, mais je pense qu'on n'arrivera pas à régler tous les problèmes auxquels on va faire face. Mais d'une certaine manière, je me comporte comme si j'étais très optimiste aussi, parce que du coup, j'essaie de faire, entre guillemets, le plus que je peux, à mon échelle, pour que ça aille dans le bon sens. Donc le documentaire est un moyen de le faire. Et c'est aussi une réflexion personnelle que je porte sur qu'est-ce que je peux faire de plus, peut-être, pour aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Du coup, là, c'est le voyage que je remets en question. Ma manière de voyager depuis que je suis tout petit. C'est pas facile. La semaine prochaine, je suis censé partir à Rome avec des amis. Et j'ai décidé de pas y aller. Parce que il faut prendre l'avion. Et du coup, ce documentaire, il m'empêche de faire des choses. Et donc, c'est pas facile, tous les jours, d'être confronté, en fait, à sa propre cohérence. Et c'est quelque chose qui, au final, me fait grandir, je pense. Alors, comment est-ce qu'on peut suivre ou encourager le projet ? Eh bien, il y a plusieurs manières de nous suivre. Alors d'abord sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, sur Projet Pantalassa. Vous pouvez aussi nous suivre sur le site et sur les réseaux sociaux de Forpi, l'association qui nous suit, qui nous accompagne. Et on peut aussi se retrouver sur LinkedIn. Je crois qu'on est en train de préparer un petit compte. Voilà, et puis enfin sur YouTube, je pense qu'on sortira les premières vidéos en novembre ou en décembre de l'année qui arrive, là, en 2022. Donc voilà. Ok. Et puis on met le lien de la cagnotte aussi dans la description de l'épisode. Carrément. Merci beaucoup pour ton accueil et pour ton aide. Ouais, alors juste une dernière petite question parce qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi Pantalassa ? À l'origine, on voulait rester dans la dimension aquatique. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que trouver un nom, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, toujours. Mais on voulait donner la dimension globale de quelque chose qui concernait tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a mis le pan avant Thalassa. Donc il y a la dimension mer, Thalassa, et la dimension globale, pan. Ok. Bon, et bien merci Olivier. Avec plaisir. Je te souhaite une belle aventure. Et j'espère que vous n'aurez pas trop de galères quand même. Hâte de regarder le documentaire. Et puis hâte que tu nous racontes tes péripéties. Eh bien avec plaisir, et j'espère qu'on se retrouvera peut-être sur ton podcast ou ailleurs dans notre vie personnelle et professionnelle.
Bon, j'espère que cet épisode n'a pas remis en cause tous vos projets de vacances. Mais c'est important de se poser des questions, et je trouve qu'Olivier le fait très bien. Personnellement, j'ai déjà hâte de regarder leur documentaire. Bon, pas tellement pour le côté scientifique, mais plutôt pour savoir s'il a fait tomber sa caméra dans l'eau ou pas. Allez, je vais quand même pas leur porter malchance. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez continuer d'écouter mon podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.